Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 85 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Charles Brumeau, diététicien nutritionniste formé à l'accompagnement du comportement alimentaire et créateur de très nombreux contenus. Charles est l'auteur du podcast Dans la poire, premier podcast français sur la nutrition, classé depuis un bon moment dans les 3 premières suggestions sur Apple Podcasts dans sa catégorie. Bravo et bonjour Charles. Hello. Bonjour Anne. Comment souhaiterais-tu compléter cette présentation ? C'est très chouette. Je ne sais pas comment compléter ça. C'est vrai que je suis créateur de contenu, podcasteur, et je travaille aussi en libéral en tant que diététicien. Et il s'agit aussi d'une reconversion, peut-être qu'on en parlera. Oui, on va y venir justement. Alors, je t'ai proposé de venir parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve passionnant, qui est celui de l'éducation alimentaire. Nous l'avions un tout petit peu abordé avec Amélie Carlo-Chichou dans l'épisode 69 sur le thème de la nutrition bienveillante. Et je m'étais alors dit, nous étions dit avec Amélie qu'il serait essentiel de développer plus ce sujet. Mais avant de commencer, j'avais envie d'en savoir plus justement, Charles, sur ton parcours. Je sais que tu as eu une autre ou même peut-être plusieurs autres vies professionnelles avant de devenir diététicien. Et est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, mais depuis quand ? Ah oui, à ce point-là. Mais je sais pas, depuis quand tu veux. Ok. Moi, j'ai fait des études de droit et dans le même temps, dès l'âge de 16 ans, j'ai fait plusieurs métiers qui ne sont pas des petits métiers, comme disait Philippe Bouvard. C'est toujours des métiers qui nous apprennent beaucoup sur la vie et notre rapport aux autres. J'ai été hôte d'accueil, j'ai été assistant photo, j'ai été mannequin pendant quelques années aussi. Ça a joué aussi sur mon rapport à l'alimentation et serveur. J'ai été chauffeur de bus dans certaines tournées de chansons françaises. Bref. J'ai surtout fait une maîtrise de droit et après, comme le droit mène à tout, à condition d'en sortir, j'ai été journaliste pendant 15 ans sur les questions de forme, bien-être, santé. En fait, j'ai commencé en psychologie de l'enfant et de l'adolescent au magazine Psycho-Enfant. À l'époque, j'étais tout jeune papa, j'ai mon fils à 23 ans. Et puis, petit à petit, mes Madeleines de Proust que sont... la santé par l'alimentation, bien bouger, bien manger sont revenus assez naturellement et j'ai été responsable d'un magazine féminin qui s'appelait Shape, qui était le concurrent de Vital dans les années 2010, quelque chose comme ça. Et là, je relisais quelques numéros dernièrement quand je faisais un peu de rangement et je me disais, mon Dieu, quelles accroches de couve on a fait et à quel point on a été pourvoyeur de règles, summer body, machin et tout, les abdos. Ah bah oui. Parce que j'ai pas connu ce magazine, mais je me souviens bien de Vital, parce que je l'achetais de temps en temps à l'époque, avec ces filles en maillot de bain sur la couverture, toujours un bronzées, corps canon, tu sais, voilà. Les abdos en 6 semaines. Ah ça, ouais, c'est ça, exactement. J'ai eu cette vie-là aussi, et à la faveur d'un licenciement économique, je me suis dit, vu ce qui est en train de devenir la presse, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je me réoriente dans le côté prescripteur, un petit peu plus de bien-être ? Et j'avais le choix entre coaching sportif et coaching nutritionnel. Et j'ai choisi d'écouter mon corps parce que plus je m'entraînais pour être coach sportif et passer les sélections, soulever des charges lourdes et tout, passer les sélections pour le fameux BPGEP, c'était coach sportif.
et bien plus je me faisais mal au dos, mal aux genoux. Et à un moment donné, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas peut-être le corps essaie de dire des choses, peut-être qu'il serait bon de juste de te poser et d'écouter un peu comment ça se fait que tu es mal quand tu fais du back squat aussi lourd, etc. Est-ce qu'il essaie de te dire quelque chose? Et effectivement, je me suis rendu compte que j'étais naturellement plus intéressé par les sujets d'alimentation dans toutes ses dimensions philosophiques, culturelles, énergétiques, micronutritionnelles et surtout sociales. Et donc, j'ai fait ce BTS et ce bachelor à Paris, après en présentiel. Donc, ça veut dire que j'ai un peu mis ma vie professionnelle pas sur pause, mais j'ai quand même continué à écrire des articles le soir, le week-end, les jours fériés pour faire bouillir un peu la marmite, puisqu'à l'époque, je m'occupais de mon fils en full-time. Et à la fin de ces études, en fait, j'avais une prof qui s'appelait Cindy, qui s'appelle toujours Cindy Rojo, et qui avait fait le DU de Dijon, là, le fameux DU psychologie du comportement alimentaire. Et elle avait donné une conférence qui m'a un peu retourné l'esprit en mode... vous pouvez quand même continuer à perdre du poids en mangeant de la pizza et en mangeant du Nutella et tout. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous dites? Mais j'étais vent debout sur le côté perfectionnisme alimentaire et tout. Mais non, c'est gras, c'est sucré, machin. Et ça a été une petite claque, quoi. Et après, j'ai vraiment creusé sur ces approches-là. Et à la fin de mon étude, je me suis dit, mais c'est hors de question que je commence ma vie de diète sans m'intéresser au comportement alimentaire et à ce qui fait de nous les mangeurs, en fait. Je voulais pas commencer avec protéines, lipides, glucides. Ah bah, faut manger plus de ci et moins de ça. Hein. Ah bah, ça, c'est pas compliqué. Ah, vous avez un problème, j'ai une solution. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut manger. Voilà. Et donc, j'ai fait ce DU juste après mon bachelor et je me rendais à Dijon dans ce bus. Et là, j'ai appris que je ne savais rien. Et j'ai commencé à apprendre à réouvrir mes apprentissages et j'ai compris que plus j'en savais, moins j'en savais, c'était OK. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de continuer mon voyage d'apprentissage. Oui, comme tu sais, je suis avec la déconstruction en fait de peut-être de choses que tu avais apprises pendant le bachelor ou même avant dans ta vie, voilà, de mangeur, et voir avec des autres lunettes aussi en fait. Je suis avec quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça, le Nutella, c'est pas juste de la merde et on peut en fait en manger et puis continuer à être en bonne santé. Enfin, mais c'est quoi cette histoire? Et puis voilà, de petit à petit déconstruire. Et oui, et dans ce DU, si je me souviens bien, il y a des initiations à différentes approches en plus. Il y a un peu comme un puzzle en fait. Exactement. Et après, on choisit ce qu'on veut approfondir. Creuser. Il y a une bonne part sur l'approche du le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, sur l'ACT, sur l'ANC, approche neurocognitive de Jacques Fradin, et un petit peu sur la mindfulness, la pleine conscience. Oui. Ok. Donc, et ça fait du bien. Bah oui, c'est ça. Ça fait du bien. Je suis avec cette conférence là qui t'a et puis tu as enchaîné en fait. Et justement, alors ton parcours de mangeur, t'as un peu évoqué ce qui avait été pendant ton mannequinat, par exemple, qu'il y avait eu des choses qui avaient été présentes en fait pour toi dans cette relation avec l'alimentation. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Oui. Alors pour celles et ceux qui veulent un truc un peu plus exhaustif, je me permets petit 15 secondes de pub de renvoyer dans la poire épisode 42 qui s'appelle Merci mon corps, et dans lequel je détaille un peu des choses plus ou moins agréables concernant le rapport au corps et à l'alimentation, parce que les deux étaient liés. Et en fait, ce rapport à l'identité de mangeur là, moi j'ai été élevé par des parents qui cuisinaient plutôt, avec une maman très la vie claire, magasin bio, le marché, les bons produits, les vrais produits entre guillemets et tout. Pas de coca, pas de Nutella, vraiment jusqu'à un âge assez avancé, on n'a pas vraiment donc on n'était pas tellement frustrés, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ça à la maison. Ça, c'était dédié au rôle de ma tante Odile qui nous amenait dans des restaurants
autres. On a découvert un peu les poissons panés, Disneyland, le Coca et d'autres choses de notre société occidentale. Donc, je pourrais pas dire qu'il y avait un truc genre un fort contrôle. Je crois que c'était notre mode de vie. Oui. Néanmoins, pour être assez honnête, voilà, quand tu vas au goûter d'anniversaire ou chez d'autres, tu vois que c'est pas le même type d'alimentation. Et t'es bien content de manger ton petit poisson du marché avec des pommes de terre vapeur et des légumes et une petite sauce au beurre, citron, sel de Guérande et tout. C'est vraiment très bon. Et t'es aussi content de pouvoir aller au goûter chez ton pote Jérémy ou Julien et de manger des marshmallows, etc. Donc, il y a eu tout ça. Mais à l'adolescence, j'ai été pris entre deux mâchoires qui sont la première, le côté esthétique du corps, donc le corps objet, le corps image, qui fait que pour une séance, il faut que les abdos se voient, il faut faire du sport. Voilà, donc il y a un petit côté privation quand même et très, un peu hygiéniste à l'époque. Voilà, donc j'ai été découvert dans le métro à 16 ans et demi pour intégrer une agence de mannequins. Et c'est un peu un âge quand même où on se construit. On a plusieurs mues successives bien décrites par Dolto, Françoise. Et la deuxième mâchoire, ça a été celle de la performance, puisque j'étais tombé en amour de ce sport, la natation, et j'ai beaucoup nagé, j'ai fait des compétitions, j'ai été capitaine d'équipe et tout, ensuite à la fac. Et les deux, c'était pas toujours très compatible parce que le sport réclamait de manger un peu avant et après pour bien récupérer après l'effort. Et le mannequinat, c'était un petit peu genre, attention, faut pas trop grossir, faut que ça se voit, etc. Donc, je pense que j'ai flirté au minimum avec l'orthorexie et quelque chose qui était de l'ordre, en tout cas, d'un contrôle assez cadenassé pendant quelques années. Voilà, ça flattait bien mon côté un peu perfectionnisme et tout, contrôlant. Et c'est que petit à petit, après à la fac, après en devenant papa, j'ai dû arrêter la natation. J'ai dû apprendre un petit peu le côté... prendre soin des besoins de base de mon petit Loupio, qui est né en 2005. Le temps long, nourrir un enfant au biberon, tranquillement, lui permettre de digérer, de faire des siestes et tout. Donc là, ça a été un coup d'arrêt à pas mal de choses. J'ai arrêté et le mannequinat et la natation en même temps. Donc j'ai dû un peu me dire, passe à une vie vraiment plus proche des besoins de base de l'humain et de s'assurer que mon petit Loupio, il est tout ce qu'il faut, quoi. Et ensuite, il y a eu toute cette période de journalisme où j'étais aussi fortement influencé par certains leaders d'opinion ou gourous, qui fait que, on se dit que tel et tel aliment, c'est mauvais, c'est sûr, parce que ça contient beaucoup de gras, ça contient beaucoup de sucre, et que donc, du coup, un peu, mais pas trop, le joker de la semaine, etc. On était en mode assez pourvoyeur de règles, quand je relis mes articles, même de blog d'il y a 10 ans, ou de journalisme et tout, je me dis, j'ai participé pas mal à ça. C'est quelque chose que j'assume, et donc je suis pas super fier quand je regarde aujourd'hui les mêmes messages, en tout cas, avec différents messagers. On voit que les messages perdurent. Ah, attention, parce que voilà, sinon, direct dans les fesses, ça. Les excès, une fois par semaine, voilà. Oui, le cheat meal, le repas plaisir. Voilà, et tout. Je me dis que, les choses évoluent pas, mais je me dis, j'ai quand même un peu contribué à ça, donc ça... Sans en avoir vraiment conscience à l'époque, je n'étais pas encore open. Mais oui, mais je crois que, moi je peux dire la même chose, en fait, on a été baigné là-dedans, cette culture des régimes, cette culture de la minceur. Quand je parle de bain, on était plongé dedans, en fait. Moi, quand je repense à ces magazines, justement, à ces injonctions, à tout le parcours par lequel je suis passée, et même quand j'ai commencé à parler de comportement alimentaire dans ma profession, où j'en parle souvent, mais j'ai pu proposer des challenges sans sucre, des challenges 7000 pas par jour. Et en fait, j'ai petit à petit appris. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est de se dire, on part de quelque chose de très formaté, de très sociétal, de très injonctif, pour petit à petit assouplir, découvrir des choses, se rendre compte que nous sommes drivés en fait par toutes ces injonctions, et puis prendre du large et puis voir les choses autrement. Donc moi je trouve ça hyper positif en fait, cette évolution. Bien sûr qu'il y a de se dire oui, moi aussi j'ai participé à ça, mais
Qui d'entre nous ne l'a pas fait? Enfin, en tout cas, c'est une question, hein, j'ai pas la réponse, hein, mais je trouve que de voir ces évolutions-là que nous pouvons avoir en tant que personne et en tant que professionnel, ça participe à quelque chose. Donc, hurrah, en fait. Hurrah pour ça. C'est vrai. Mais ouais, c'est complètement. Vrai, peut-être que sans ça, j'aurais peut-être pas fait le même cheminement. Et je repense à cette conférence de Cindy Rejo sur l'approche plus intuitive. Cette réaction violente et vivace que j'ai eue disait quelque chose de mon référentiel à l'époque, et ses propos mettaient vraiment en tension ce référentiel-là. Ils allaient contre ce référentiel-là de la part de quelqu'un que je respectais énormément et que je respecte toujours beaucoup sur tous ses apprentissages et son approche et tout ce qu'elle nous a transmis en plus en nutrition du sportif, qui peut être très carré. Et là, je disais, putain, qu'est-ce qui se passe là? Tout s'effondre et tout, c'est quoi ce bordel? J'ai fait quoi pendant 3 ans là? Et justement, c'est ça qui a été aussi le point de départ de cette graine qui a été semée, que j'ai arrosée, et finalement ensuite pour déployer un peu d'autres horizons de compréhension de l'humain. Mais oui. Parfois c'est bien d'être mis en tension et challengé comme ça, ça débouche sur plus de richesse. Et oui, et je suis avec cette, je pense qu'on peut dire, colère que tu as ressentie à ce moment-là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais sauf qu'il y a quelque chose qui a pu se transformer, en fait, qui s'est ouvert, ce qui n'est pas toujours possible, hein. Ça peut être juste du rejet, en fait, de ce postulat-là, hein, complètement. Bon, merci Charles pour t'être ouvert à nous de ça. Et vraiment, je vous renvoie vers l'épisode du podcast que tu as cité, qui est très touchant, qui est sorti il y a quelques mois, hein, que j'avais écouté et qui m'avait beaucoup touchée aussi, où tu nous parles à cœur ouvert, en fait, de ton parcours. Et merci pour ça. Alors, pour en revenir à notre sujet, quand même, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Quand même, faut qu'on bosse, hein, ça va bien de rigoler 5 minutes, hein, mais bon. Donc, l'éducation alimentaire. Alors, en fait, le constat que j'ai fait, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ce sujet-là. Tu parlais, toi, par exemple, de l'éducation alimentaire que tu as reçue, dans quelque chose autour des aliments, quelque chose autour d'une diversification, d'une proposition d'aliments bruts, d'avoir goûté à plein de choses. Voilà, je pourrais dire un petit peu la même chose, moins dans la forme de bio, il faut pas et tout ça. Mais moi, j'avais un père cuisinier, donc voilà, j'ai été élevée dans le bien manger, j'ai goûté beaucoup de choses étant petite, etc. Mais force est de constater que c'est pas le même parcours que tout le monde reçoit, pour différentes raisons, hein. Ça va dépendre de notre milieu social, de l'accès à la nourriture dans notre famille, de l'éducation alimentaire qu'ont reçu aussi nos parents, de l'accès à une diversification large, en fait. Ça va dépendre aussi des comportements autour de nous, hein, de la focalisation sur le poids et la silhouette. Bref, ça va dépendre de plein de choses. Et de ce fait, ça va pas toujours être possible d'avoir pu développer le goût pour une diversité large d'aliments si on n'y a jamais goûté. En fait, ça va être difficile d'être guidé par nos envies spécifiques, nos envies alimentaires, si notre goût, en fait, ne s'est pas forgé, si nous n'avons pas rencontré ces aliments-là. Et même si chacun de nous va naître mangeur régulé, intuitif, hein, tu parlais de ton fils tout à l'heure, hein, les petits bébés, les nourrissons, ils savent exactement nous dire quand ils ont faim. Plus faim, on peut pas les forcer, on peut pas les gaver. Heureusement, d'ailleurs, ce serait de la maltraitance, hein. Mais voilà, petit à petit, nous pouvons perdre, en fait, cette intuition-là, ces signaux-là, cette expertise-là que nous avons. Et de ce fait, une fois adulte, ça va pouvoir être compliqué de reconstruire ça, en fait. Et vraiment, ma question, tu vois, c'est une fois qu'on est adulte, comment on va pouvoir reconstruire, voire construire cette éducation alimentaire-là, sans basculer dans des injonctions, des recommandations rigides qui peuvent nous conduire à vraiment crisper notre comportement alimentaire, créer de la restriction cognitive, mener à de la frustration, une perte d'estime de soi parce qu'on n'y arrive pas, etc., etc. Donc déjà, voilà, ce sujet, d'une manière générale, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Bon, c'est vaste, hein. J'ouvre largement, en fait, les choses, là. Super intéressant comme sujet. C'est vrai que j'ai beaucoup de patientes qui sont en mode je voudrais perdre du poids et en même temps j'ai un rapport troublé à l'alimentation, je souhaiterais apaiser mon rapport à l'alimentation.
C'est un mélange. Alors, les clés d'entrée, selon la patiente ou le patient, vont varier en fonction de l'urgence émotionnelle, vont varier en fonction de l'éducation, c'est quoi les axes prioritaires qu'on va privilégier? Est-ce qu'on va d'abord rentrer sur la restriction cognitive avant de tout déconstruire ou avant de déconstruire certains trucs? Qu'est-ce qui est construit et qui fortifie les repères de la personne? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'appuyer sur un trépied, quelque chose qui lui permette de rester debout? En tout cas, effectivement, je suis persuadé qu'on peut continuer cette éducation et ce voyage alimentaire à l'âge adulte, d'une part parce que déjà notre palais des saveurs évolue, on n'a pas les mêmes goûts et dégoûts à 4 ans, à 14 ans ou à 40 ans, encore heureux. Oui. Et puis qu'on est toujours dans une posture, en tout cas moi j'observe beaucoup mes patients et mes patientes sur le verbal, le non-verbal, ce qu'ils disent, les mouvements des yeux, le ton de la voix, le timbre et tout quand ils attaque certains sujets, notamment familiaux, sur la gestion des repas. Et puis sur faciliter un peu le tracking, c'est-à-dire l'auto-observation de nos patients et nos patientes en mode, je vais plutôt dire patiente parce que j'ai quand même beaucoup plus de patientes, donc désolé pour les mecs qui nous écoutent. Le féminin l'emporte parfois. Ouais, voilà. oui, mais c'est surtout des auditrices sur la pleine conscience du pouvoir. Ouais. Et tellement beau titre d'ailleurs. Pleine conscience du pouvoir. Beaucoup, c'est un truc très empowerment. Donc comment on peut essayer de naviguer avec ça sans forcément que ça redevienne des règles, des lois? Déjà, pour moi, il y a l'auto-observation. Ok, vous faites ça pour l'instant, mais est-ce que ça vous rapproche de ce qui est important et précieux pour vous dans une vie que vous souhaiteriez vraiment mener? En quoi c'est important pour vous de faire ci, de faire ça? Bon, là, on questionne en fait ce qu'on appelle en ACT, acte, la question des valeurs, mais en gros, vers où on veut aller dans la vie, quoi, sans aller dans du jargon de praticien, vers où tu veux aller, vers où tu veux te diriger. De continuer à faire ça, est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de là où tu veux aller, vers où te diriger? Donc déjà, quand on parle plutôt de ça, ce qui est important pour moi, ça vient du cœur et de l'esprit plutôt que du mental. Complètement. Genre, faut pas manger ces aliments-là, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Moi, c'est plutôt, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu te souhaites? Où est-ce que tu veux aller? Donc déjà, on part pas d'une espèce de flèche mentale qui va essayer de contrecarrer tout ça. On dit, ok, très bien, j'entends que t'as des pensées par rapport à tout ça qui te disent ce serait mieux que tu le fasses pas, il faut manger plus brut, plus bio, plus local, plus ça, très bien, nanana et tout, mais toi, au fond de toi, là, t'en penses quoi de tout ça? Et souvent, c'est oui, j'aimerais, mais en même temps, moi, j'aime ça. Pour moi, le gras, c'est la vie, les pâtes, c'est la vie, c'est ça, c'est important pour moi. C'est réconfortant, ma mère me les faisait, nanana, et moi je mangeais une pâtisserie souvent en mangeant de l'école, et c'était mon moment réconfortant et tout. Et en fait, moi je roule avec. Je dis ok, j'en prends note et ouais, c'est probablement important, et c'est vrai que c'est bien réconfortant un plat de pâtes. Moi-même, j'ai souvent recours, que ce soit les chocolatines, les pâtisseries, les pâtes et tout. Et là déjà, ça fait baisser un petit peu d'un niveau... d'urgence, notamment quand le thérapeute valide le truc, parce que en fait la personne se trouve un peu dans des sables mouvants, quoi. Elle essaie de se débattre avec tout ça, et plus elle essaie de bouger, plus elle s'enfonce en mode mais non, mais c'est pas possible, faut que j'en sorte, ça serait mieux que regarder voilà, les féculents, le truc, plus les pâtisseries, le truc, je m'en sors pas et tout. Et en fait, en face, elle a quelqu'un qui dit mais ouais, je comprends, et c'est bien, quoi, dans le sens où c'est logique. C'est logique et tout, hein. Ton cerveau, peut-être ton corps il a besoin d'énergie, peut-être ton corps il a aussi besoin de réconfort à ce moment-là, ton corps et esprit et mental il a peut-être besoin de tout ça à ce moment-là, et elle a en face quelqu'un qui lui dit ouais, moi aussi je fais ça, et c'est vrai que ça marche plutôt bien cette affaire-là, vous avez bien raison. Ça fait tomber un peu les barrières. C'est ça, venant d'un diététicien, nutritionniste en fait, parce que je pense que ça a encore plus de poids et de valeur que si c'est moi qui leur dis. Déjà, ça peut, mais... Ouais, et en fait, ça se dit, mais ah bon, vous faites ça? Mais comment ça, vous faites ça? Oui, on voit bien que là, les aliments qui sont
plutôt gras, plutôt sucré, plutôt salé, plutôt croustifondant, mais il y a tout ce qu'il faut pour amener du réconfort dans l'urgence. Sur le moment, ils sont un peu taillés pour ça. Ce serait dommage de ne pas les utiliser aussi comme ça. Et pour ça, ils ont toutes les qualités organoleptiques pour nous procurer du plaisir et du réconfort à un instant T, quoi. Donc, ça vaut le coup, quoi. Votre cerveau, il est plutôt bien fait, en fait, quoi. Il cherche du réconfort, il va vers des aliments plutôt réconfortants et tout. J'ai envie de dire, bien joué, meuf. C'est bon, ça fonctionne pas mal, quoi. Donc, déjà, dans un premier temps, permettre les choses, je crois que ça fait référence à certains principes de l'AI, ça, sur la permission inconditionnelle de manger certains aliments. Il n'y a pas d'autorisation à avoir, quoi. Et puis, la personne, elle est souvent coincée dans « Ok, mais moi, j'aimerais quand même pouvoir faire autre chose. » Ah, d'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'on peut garder quand même l'alimentation comme un des moyens d'apaiser ses émotions dans l'urgence. Mais peut-être qu'on peut aussi envisager d'autres moyens. Et là, en fait, je revisite un petit peu la scène avec elle en mode, bon, bah là, qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Il est quel jour? Qu'est-ce que tu fais? Il fait beau dehors? Il fait pas beau? T'as froid? T'as chaud? Qu'est-ce qui fait que t'es en colère et en tristesse? Et de quoi t'aurais vraiment besoin à ce moment-là? Et souvent, elles me disent pas, bah, tiens, t'as besoin de pâtes ou de chocolat ou de fromage. Ou voilà, elle me dit, bah, là, j'ai besoin d'exploser en colère, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de me sentir comprise, j'ai besoin d'appeler ma meilleure amie et qu'elle me dise, mais oui, mais t'as raison d'être en colère. En fait, ça se fait pas, le mail qu'elle t'a envoyé et tout. J'ai besoin d'être en lien avec les autres et en lien avec ce que je traverse, quoi. Et donc, à partir de là, on peut dérouler la pelote de laine sur, ok, comment tu pourrais répondre à ce besoin? Parce qu'en fait, cette histoire de chocolat ou de gras ou autre, ou envie d'avoir quelque chose de palatable en bouche, peut-être que ça indique la montée en puissance d'un besoin, et c'est ok d'y répondre avec la bouffe, mais tu peux aussi y répondre autrement, quoi. C'est ça. Donc là, j'ai focus direct sur un truc alimentation émotionnelle. Je suis pas super sur l'éducation. Ouais, mais c'est pas grave. En plus, ça tombe bien parce que c'était l'épisode juste avant celui-ci, en fait, où je parle de l'alimentation dite émotionnelle. Donc, ça vient vraiment renforcer ce que je dis dans l'épisode qui est sorti juste avant. Donc, merci de ce complément, en fait. Hein. Mais tu vois, je vois vraiment ce cheminement de repartir de, ok, c'est quoi mon comportement aujourd'hui, le pourquoi du comment, en fait, quel sens il a, ce comportement pour moi, en passant par ces questions que l'approche ACT nous permet, qui est quoi est important pour vous, et est-ce que vous faites, est-ce que ça vous approche, est-ce que ça vous éloigne de ce qui est important pour vous. Et souvent, moi dans les personnes que j'accompagne avec une alimentation plutôt de type troublée en fait et de type compulsif, il y a cette question effectivement des compulsions et de l'émotion. Donc voilà, c'est bien dans le sujet et je pars de là. Et ok, comment est-ce que je peux commencer à faire autrement et par quoi ça va être guidé? Et cette diversité en fait de l'alimentation, si on est dans un cas où la personne te dit par exemple moi les légumes j'aime pas ça, j'en ai jamais mangé, je sais pas si ça existe à ce point-là, mais je dis les légumes parce que voilà, dans l'éducation alimentaire ça va pouvoir revenir, ou tel autre type d'aliments, ou alors tu sais, je mélange un peu toutes les questions, mais par exemple je veux manger moins de viande, mais comment je peux faire, comment je remplace, mais j'ai un passé de troubles alimentaires par exemple, donc comment je vais faire pour adapter ma nouvelle alimentation à mon ancien trouble qui n'est plus là, mais pour pas replonger dedans. Bon, c'est un peu biscornu la façon dont je dis les choses, mais tu vois, voilà, donc on part d'où on est, ok, qu'est-ce que je veux pour la suite, qu'est-ce qui serait bon pour moi et comment j'y vais. Ouais, moi je rappelle toujours en préambule, bon vous savez, de toute façon on n'est que des humains, on a appris à faire depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est un apprentissage, c'est de l'exploration, c'est du test and learn. Il n'y a pas je perds ou je gagne, c'est je gagne et j'apprends. À chaque fois, à chaque apprentissage. Donc, en fait, moi, je fais des tests avec mes patients. Je leur propose peut-être s'ils ont un petit souci par rapport aux légumes. Je dis, ok, c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être que ça a été associé à quelque chose de mange tes épinards ou faut que tu manges tes légumes, etc. Si tu manges tes épinards, t'auras de la compote et tout. Donc, on peut déjà revisiter et faire une petite boucle par rapport à l'enfance ou l'adolescence sur
Bon, bah voilà, si vous vous retournez par rapport à cette petite Nathalie, là, qui a 8 ans et qui est devant son assiette d'épinards et qui doit pas quitter la table avant d'avoir fini son assiette d'épinards, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? De quoi elle aurait besoin, cette petite Nathalie, à ce moment-là? Comment vous pourriez peut-être la réconforter? Qu'est-ce que vous feriez? Donc ça, vraiment, c'est pour essayer de rebooter un petit peu. Je dis reboot comme les Anglais, mais ouais, par une expérience plutôt de compassion, de bonté vers soi et de bienveillance vers soi, vers l'enfant ou l'adolescent qu'on a été, qui n'a pas toujours eu le choix de manger ce qu'il aurait aimé manger, pour essayer un petit peu de faire la paix, de réconforter cet enfant intérieur qui a peut-être eu des moments pas faciles autour des repas. Et puis ensuite, peut-être se dire, bah ouais, effectivement, les légumes, ça coule pas de source, en fait, que c'est bon naturellement, cette histoire-là. Il y a plein de légumes qui sont amers, d'autres qui sont pleins d'eau, et peut-être qu'on n'aime pas avoir quelque chose qui gicle dans le palais, comme ça, c'est pas super jojo. Pareil pour cette histoire de tofu, là, tu parlais de la viande et tout. Ben, c'est vrai que le tofu, souvent, ça peut avoir un goût de pneu crevé, et ça requiert un peu un savoir-faire culinaire, parce que aussi, on oublie que la viande, juste cuit comme ça, c'est pas toujours très bon, quoi. Donc, on la cuisine, on l'accompagne et tout, alors que le tofu, on part d'une base de genre, c'est pas bon. C'est vrai. Sans prendre le temps d'envisager les différentes façons, pour celles et ceux qui sont en transition alimentaire ou qui veulent en mettre un peu plus dans leur vie, sans prendre le temps de se dire, attends, je vais essayer. Déjà, il y a plusieurs sortes de tofu, du tofu soyeux, du tofu grillé à la japonaise, du tofu blanc, etc. Au lieu de le faire juste en aller-retour à ma poêle, est-ce que je pourrais le découper, d'abord faire revenir des oignons, du gingembre, de la sauce tamari, peut-être un petit peu de miel avec, et ensuite découper quelques dés de tofu et de le faire revenir avec. Moi, c'est comme ça que ma maman, elle faisait un poulet aux petits oignons, et et j'ai revisité ce truc-là en mettant du tofu, en mettant de la coriandre à la fin pour avoir un peu de fraîcheur, un peu de petit piquant en bouche derrière. C'est vraiment pas la même expérience culinaire, quoi. Donc moi, j'ai un scoop aussi pour les viandards, le poulet qu'on met juste dans le four comme ça, sans beurre, sans l'arroser, donc c'est sec, c'est pas jojo du tout, ça sera pas du tout la même expérience. Donc il y a aussi ce côté, je vous comprends, c'est normal, effectivement, les légumes, ça demande aussi parfois un petit savoir-faire culinaire, et peut-être on part des goûts et des dégoûts de la personne. Et puis, moi, souvent, sur la question des légumes, je fais un peu comme les enfants, je représente le truc sous différentes formes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé les légumes rôtis ? Bon, ok, les puristes me diront, attention, les légumes rôtis, la glycation, les fortes cuissons, nanana, ok, super, on va pas, là, on part step by step, on va pas tout de suite aller sur du crodivorisme ou des légumes cuits à la vapeur avec le vitaliseur de Marion à 95 degrés, machin truc. Waouh. Oh oui, ça va trop loin là. On se détend. On commence, est-ce que vous pouvez déjà faire un mix sur une plaque de carottes, de courgettes et de pommes de terre avec juste quelques épices, avec un trait d'huile d'olive et tout, vous mettez au four, et puis vous n'avez pas besoin d'attendre devant votre four et tout, et puis 12-15 minutes après, hop, c'est prêt, c'est cuit, et voilà, et commencez pour vous quand vous faites ça, quoi. Donc là, oui, déjà, c'est vrai que c'est déjà un peu plus gourmand, il y a un petit côté croustille, puis c'est vrai, avec un mix de pommes de terre et de carottes et tout, ça marche plutôt pas mal et tout. Ok. Donc là, c'est brique par brique, en fait, on se dit, tiens, oui, c'est vrai que c'est plus fun que purée d'épinards, que des légumes un peu tristouilles dans l'assiette. Il y a différentes couleurs, le vert, l'orange, le jaune. C'est vrai qu'on oublie qu'on est des gosses, en fait, mais on a besoin de s'amuser un peu et de voir qu'on s'amuse dans l'assiette, et de se dire, tiens, ok, comment c'était? Ok, pour vous, on peut peut-être rester comme ça quelques temps, quelques semaines, et puis on change les légumes et tout, puis après on voit si on peut, pourquoi pas, cuisiner un petit wok. Et puis aussi, je dédramatise le truc, vous savez, moi ça m'arrive plusieurs fois par semaine d'avoir des repas sans légumes, quoi. C'est ok, oui, cette fameuse injonction, faut des légumes à tous les repas, tous les jours. Ouais. Et dans le même temps, je fais de l'éducation nutritionnelle. Ok, c'est vrai que c'est important pour le microbiote, pour les fibres, pour la régulation de la glycémie, pour tout ça, voilà, et tout. Les fibres, on peut aussi les trouver dans les légumineuses, dans tout ça, voilà. Ça n'empêche pas de faire d'éducation, là, dit, mais si ça passe pas, moi, je vais pas être derrière mes patientes à les forcer à chaque repas en disant,
je m'en fous, quoi. T'aimes pas les légumes, tu bouffes, quoi. Ça, c'est juste une façon de perdre la patiente à la première séance, quoi. Exact. Donc, c'est plus genre, ok, on va faire du test and learn ensemble. Donc ça, si les légumes rôtis, ça marche et tout, ben, c'est peut-être une première brique dans un apprentissage, dans la nouvelle langue qu'on essaye d'apprendre, quoi. Oui, oui. On se foire pas, on teste, parfois on fait des erreurs, parfois on est à côté de la plaque, parfois ça nous plaît pas, mais on vient, on essaye, quoi. On regarde. Et oui, d'autant plus si, tu vois, les personnes partent de de toute façon, moi, j'aime pas cuisiner, je cuisine pas, j'achète des trucs tout faits, ou on en revient aux légumes, on a l'impression qu'on focalise là-dessus, mais ou même la viande juste bouillie, tu vois, à l'eau, enfin un truc qui a pas de goût, qui est sans saveur. Donc voilà, elles peuvent partir de là. Et j'entends qu'il y a aussi cette éducation à la cuisine, enfin à faire les choses en fait. Et quand tu rencontres de la résistance par rapport à ça, comment alors oui, c'est test and learn, enfin c'est petit pas par petit pas en fait par rapport à ça. Ouais. Je normalise et je valide le fait que déjà notre société moderne et occidentale ne va pas dans le sens de je prends soin de mes besoins humains, que ce soit le sommeil, le temps pour cuisiner, le temps pour soi, bien manger, bien bouger et tout. C'est vrai que notre société telle qu'elle est en train d'évoluer, elle ne va pas dans ce sens-là. Et beaucoup de réseaux sociaux redonnent aussi pas mal d'injonctions aussi de tous ces chefs qu'on suit, qui font des vidéos ultra satisfaisantes et porn food et gourmandes, souvent en plus qui sont bien gaulés. Ça rajoute encore le truc. Ah, mais lui, il mange de l'avocat, il est bien gaulé. Putain, fais chier, bordel. Et moi, rien qu'en le regardant, je prends 3 kilos. Super. Et des vidéos qui prennent 30 secondes à faire parce qu'elles sont super accélérées. Quand on essaie de les refaire, ça demande 17 minutes, 32 minutes, etc. Donc, effectivement, je pars du référentiel de la personne et petit à petit, je réessaye de réouvrir les fenêtres et les écoutilles en mode, ok, peut-être que si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas eu un référentiel de parents qui cuisinent et tout, c'est vrai que c'est moins évident, mais j'entends aussi que vous souhaitez pas en rester là. J'entends aussi que vous voulez vous diriger, porter votre attention vers une nourriture avec des aliments plus reconnaissables ou vers le brut. Déjà, on est en chemin, on est en mouvement, etc. Et moi, je me sers de ce mouvement. Je me dis, vous savez, dans une marque de surgelé très connue française, il y a vraiment des trucs qui sont déjà faits, déjà coupés. Je pense aux légumes bruts, des rondelles de courgettes, des rondelles de patates douces, des aubergines qui étaient de saison l'année dernière et qui sont donc en pleine saison au mois de mars et tout, et c'est OK. Et on peut aussi avoir recours, il y a aussi, si vous êtes vraiment pressé, des poêlés de légumes. Donc je rassure aussi quand même la personne qui me dit « Ouais, mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de tout ça. » Non, il y a aussi des poêlés de légumes qui sont sans sel, sans sucre ajouté, sans additifs et tout. Voilà, bon, je roule au début avec les angoisses de la personne. Et puis, je dis, voilà, là, vous avez votre truc. Il suffit juste de mettre soit du tofu à la poêle ou des aiguillettes de poulet si vous mangez de la viande et tout. Vous pouvez juste déglacer ça d'un trait de sauce tamarin ou de sauce soja à la fin pour donner un petit côté salé-sucré éventuellement. Vous avez votre petit wok de légumes et tout. Et puis si vous voulez rajouter un féculent, c'est OK. Ou alors vous pouvez vous servir du pain comme du féculent si cette fois, si vous avez vraiment la flemme. En fait, je propose des petits exemples d'assemblage, de bricolage, quoi. OK, je dis, moi aussi, j'ai pas le temps. Moi aussi, j'ai ni l'envie ni le temps. J'ai peut-être un peu plus de savoir-faire culinaire que vous, notamment avec le BTS Diète, où on voit des techniques culinaires et tout, super. Mais j'ai pas tout le temps envie, j'ai pas tout le temps le temps. Parfois, c'est 10 minutes douche comprise, entre guillemets. Et je fais des assemblages et je vous donne quelques exemples et puis regardez, quoi. Observez si c'est OK pour vous et puis on verra pour le prochain step, quoi. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Quand ils arrivent avec moi, je sais pas faire. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, la cuisine, c'est non. OK, d'accord. Eh bien, on déroule le film pour dire OK, racontez-moi comment ça se passe pour vous. Ce côté, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais cuisiné, ou au contraire, je suis très gourmande. Et en réalité, on voit que le « je suis comme ça » est le fruit d'une construction du référentiel
de la maman ou du papa qui a elle-même reçu le référentiel de son propre papa ou sa propre maman. Voilà, de l'éducation, de ce qu'ont dit les potes, de comment on a vécu notre alimentation et les repas de la cantine, des injonctions, en tout cas de ce qu'on a reçu comme message dans les séries, dans les cinémas, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans tous les articles de magazines, et on voit qu'il y a eu progressivement une fermeture, genre bah ouais, bah moi je suis comme ça, bah moi la cuisine ça m'intéresse pas et tout. Bah moi je leur dis bah ouais, bah vous avez le droit en fait de pas être intéressé par la cuisine. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres choses plus passionnantes que ça, quoi. Ouais. Plutôt que de dire ok, vous êtes comme ça, bah on va vous changer, bah on va vous intéresser quand même à la cuisine. Voilà, c'est comme ça, non. C'est aussi une posture d'accueil et d'écoute, je trouve. Complètement. Si la personne arrive, ben moi ça m'intéresse pas cette histoire-là. Et en même temps, je suis en train de me débattre avec ça, quoi, parce que je vois bien que toute la société essaie de me faire aimer ça, quoi. Je dis, bah, ok, on va peut-être, ok, vous aimez pas ça, quoi. Et je vois bien que la personne bug en mode, bah ouais, mais quand même, je sais que c'est quand même mieux pour moi, ça serait mieux et tout. Vous voulez pas me brancher un programme express avec des électrodes en mode, faites que j'aime, quoi. Ah oui, ce serait pas mal, ça. Hein. Bah ouais, mais non. C'est ça. Et oui, la machine à changement, tu sais, j'étais en train de me dire, tiens, faudrait inventer le truc, tu branches les électrodes et ça y est, tous les problèmes sont réglés et voilà. Mais non, en fait, ça n'existe pas. Hein. Mais j'aime beaucoup la façon que tu as de partir de là où on est chacun, chacune, et d'avancer brique par brique dans ce voyage alimentaire. Tu as utilisé cette expression-là, j'aime beaucoup ce voyage alimentaire parce que c'est la découverte, c'est... oui, c'est tout un trajet en fait qui part de là où je suis pour m'emmener vers quelque chose auquel j'aspire au final. Hein. Si on en vient, bah voilà, pourquoi les personnes viennent te voir, c'est parce qu'elles ont une envie de changement. Sinon, elles seraient pas là en fait. Et même s'il y a beaucoup de résistance, tu vas les accompagner dans ce chemin, dans ce voyage, pas après pas. En fait, dans l'idée de voyage, il y a l'idée du mouvement et il y a l'idée de aussi la capacité à continuer à s'émerveiller et à au moins se laisser surprendre par nous, par l'environnement et par ce qu'on va traverser, quoi. Le voyage, sauf si on est dans un bateau de croisière avec un tour opérateur et c'est toujours les mêmes plats, les mêmes trucs, les mêmes machins, on va pas se laisser surprendre et tout. Et c'est aussi se dire, ok, je suis comme ça ou j'ai toujours été comme ça. Mais en même temps, si je suis en face de vous, c'est qu'il y a un truc qui fait que je suis pas totalement satisfaite de mon mode de vie et de ma manière de vivre et que j'ai quand même envie de bouger, même un peu, quoi. Il y a un truc, j'arrive pas, mais même un peu, quoi. Parce que parfois je dis ok je suis comme ça, mais je leur dis mais c'est quoi votre problème alors? Tout va bien? Pourquoi je peux vous être utile moi et tout? Et oui. En fait on tire cette petite bobine de fil et on voit que elles sont coincées. Et nous notre job c'est de dire ok je sens bien que vous êtes coincés, que c'est pas facile de vivre ça en tant qu'humain, mais vous êtes pas foutus, quoi. Coincés mais pas foutus. Et elle se dit, bah ouais, on peut apprendre plein de trucs. Moi, à 20 ans, j'aimais ça ici comme type de chocolat. À 40 ans, j'aimais ça ici. J'aurais jamais pensé que je pourrais évoluer sur cette question. Moi, à 20 ans, j'étais dans le perfectionnisme alimentaire sur les légumes vapeur, sur bien respecter la cuisson du poisson, du truc, du machin. Aujourd'hui, je fais des assemblages à la poêle, à la Wallogen, parce que c'est ce qui correspond mieux à mon mode de vie et à tout ça. Donc, imaginez, quoi. Tout est possible, parfois par hypnose ou dans la conversation. Je dis, bah, voilà, fermez les yeux et tout. Je vous rappelle que tout est possible. Imaginez, bah, ça serait quoi votre vie? Ça serait quoi vos repas si vous pouviez vous laisser surprendre, si vous étiez un peu plus comme vous voudriez être, comme vous me dites que vous voudriez être, vers où vous vouliez évoluer, comment ça serait et tout. Donc la personne ferme les yeux. Et ben, on repart quelque part dans un voyage intérieur et imaginaire. Et là, elle me dit, bon, bah, c'est vrai que dès que je pose le pied par terre, bah, là, je ne penserais pas forcément à ma balance ou à ce que je peux ou ce que je dois manger, mais je me dirais, bah, tiens, j'ai bien dormi, c'est chouette. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? De quoi j'ai envie surtout là et tout. Ah, je sens qu'il y a déjà le café de mon mari, à l'odeur du café qui vient et tout. Qu'est-ce qui me ferait plaisir de... Et là, on déroule un autre fil sur... bah ok, si ça vous semble pas possible dans le réel, on joue un jeu, on imagine, faisons comme si, à quoi ça ressemblerait cette histoire-là et tout.
Et à la fin de ce petit jeu et de ce petit truc des yeux fermés, un peu comme des gosses en fait, même si je guide le truc et tout, je vérifie qu'on soit quand même sur le fil rouge du truc, c'est en quoi vous pourriez vous servir de l'expérience que vous venez de traverser et de vivre, là, les yeux fermés, là, en quoi ce voyage imaginaire, qu'est-ce que vous en retenez et quelles graines vous pourriez semer pour inspirer votre quotidien et guider vos pas dans le sens de là où vous voulez aller? Ah, on est loin du plan alimentaire, là. Hein. Ah, on est loin du 120 grammes de poulet et du 80 grammes de pain par jour maximum. Oui, ou moi j'ai connu, mais c'était notre époque, les 2 biscottes le matin, là, où je sais plus quoi. Ah oui. Enfin, à notre époque, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Hein, ah d'accord, toujours les biscottes. Ok. Ah ouais, les biscottes parce que c'est léger et que c'est quand même peu calorique cette histoire-là. Donc ouais, effectivement, on est. Mais voilà, je voulais compléter cette histoire de voyage parce que quand on a beaucoup de résistance au niveau cognitif, je suis comme ça. Je suis gourmande. J'ai toujours été comme ça. Je ne cuisine pas. La cuisine m'intéresse pas et tout. Et voilà, non. Déjà, on peut faire baisser ce truc en mode bah ouais, je vous comprends. C'est vrai que la cuisine, il y a plus intéressant. Je suis bien d'accord avec vous. Et dans un deuxième temps, se servir de l'imaginaire pour pouvoir dessiner les contours d'un autre réel. C'est un peu dessine-moi un mouton, ce truc, ce petit prince. Mais en fait, si on sème pas de graines dans notre imagination ou dans notre intention, dans notre souhait, il y a peu de chances que le réel évolue d'un iota. Donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir des graines, semer des graines, leur donner ce dont elles ont besoin, les arroser. Donc, les arroser, ça veut dire essayer des trucs, quoi. Faire des expériences. Ouais. Exactement, et voir et observer, en revenant à cette histoire de légumes rôtis, et puis de voir si ça fleurit ou pas, quoi. Et puis, si ça fleurit pas, c'est pas grave, on en rediscute la prochaine fois, et puis peut-être on essaye d'autres pistes, quoi. On n'est que des humains, on fait du mieux qu'on peut. Exactement. Ce serait une belle conclusion, là, je trouve. Hein. Et d'ailleurs, nous nous approchons tranquillement de la fin de cet épisode. Mais oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais. Et comme disait je sais plus qui, oui, je reste aussi avec ce que tu disais de ce palais qui évolue. Parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi beaucoup de croyances par rapport à ça, de j'aime pas, j'ai déjà goûté, ça m'a pas plu. Et voilà, et peut-être tu as expérimenté ça avec ton fils aussi. Hein. Les enfants, on leur représente effectivement des choses. Ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Hein. Moi, je suis avec mon fils qui, tout petit, adorait le fenouil, il était fan de ça et aujourd'hui, il veut plus en entendre parler à 21 ans. Voilà, peut-être ça reviendra à 30 ou à 40 en fait, mais il y a vraiment là aussi une flexibilité en fait dans les goûts et dans cette histoire de palais. Donc oui, je trouvais ça important aussi. Ça évolue à tout âge et il me semble que c'est Jacques Fradin pendant mon DU sur l'approche neurocognitive, là, enfin pendant mon DU sur la psychologie du comportement alimentaire, qui nous avait parlé un peu de notre bibliothèque des saveurs. C'est une partie du cerveau, enfin c'est pas seulement c'est le rhinencéphale, j'ai pas creusé la question, mais en fait qui est en gros palais des saveurs, palais du goût. C'est une partie importante de notre système sensoriel alimentaire, de notre bibliothèque des saveurs, du goût. Et justement, cette partie-là, elle est responsable de la perception des saveurs et des textures des aliments qu'on consomme et qu'on mange. Donc, langue, papille gustative, glandes salivaires, etc. Il y a un fort lien avec l'olfaction. Et donc, du coup, c'est ce qui nous apprend aussi à détecter les différentes composantes des aliments avec les saveurs salées, acides, umami et tout ça, les odeurs, les textures. Et ce référentiel-là, il évolue, il se balade avec nous tout au long de notre vie. Et puis, ça aussi, ça aide à faire notre apprentissage. Parfois, en essayant des trucs, on n'aime pas. Mais quand on a un référentiel de base en tant qu'enfant et adolescent sur riz, pâte, nouilles, cordon bleu, etc., c'est logique de reproduire ce qu'on connaît en fait de notre référentiel. Ouais, ma mère elle faisait ça, on se retrouvait autour de tout, ça tournait à mon plat de pâtes et tout. C'est important, ça, c'est une sorte de carte mentale en fait qui est aussi associée à des souvenirs bien sûr. Et ça évolue encore. C'est encore possible d'évoluer là par brique pour pouvoir
changer nos habitudes alimentaires. Moi, je dis changer si la personne est en face de moi et qu'elle me dit, ok, c'est vrai que ma base d'alimentation, ou alors celle de mon mec, il mange vachement comme ça, et moi j'essaye, et c'est pas facile et tout, parce que on va pas passer une demi-heure à se défoncer sur ouais, mais mon chéri, mais mange un peu un Pokéball et des légumes et des crudités et tout. Ouais, mais le gras c'est la vie, ma chérie, tu comprends. Je fais un peu de clichés, mais c'est vrai que c'est des clichés quand même qui sont issus de mes consultations et qui reviennent un peu comme schéma. Et peut-être qu'on peut exposer ou s'exposer notre palais des saveurs, palais du goût, à des choses qui nous semblent sur le papier peut-être un peu contre-intuitives, et se permettre d'aimer ou de désaimer à nouveau, de regarder, de s'exposer, de se dire ok, j'aimais pas ça à 17 ans, est-ce qu'à 27, est-ce qu'à 37 c'est pareil quoi. Peut-être si je fais un pas de côté, si cette histoire de fenouil quoi. Moi je suis pas un grand fan du fenouil, et puis il y a quelques semaines ou mois, je suis allé dans le Périgord noir chez Laurence Aura, qui est psychologue et diététicienne, @lapsidekilo sur les réseaux. Et son chéri nous avait fait du fenouil rôti, qu'il avait fait un petit peu revenir d'abord dans un petit bouillon de légumes, puis après il avait mis sur une petite plaque, mais vraiment, il avait coupé très finement. Il avait fait rôtir au four avec des brisures d'olive dessus. Et c'était magnifique, c'était un peu sucrosé, caramélisé, avec la petite amertume des olives et tout. Ça m'a réconcilié avec le fenouil, et je me suis dit, waouh, j'aurais pu rester dans... mais moi, j'aime pas le fenouil, c'est bon, quoi. Ce truc anisé, là, en plus, ça entre alanette et l'anisé, là, et tout, ça me dégoûte. Non merci, non merci, quoi. J'aurais pu rester là-dedans. Ouais. Et j'ai quand même pris une fourchettée, et waouh. Et je me suis laissé réémerveiller par les possibles, en fait. C'est ça, au fond, en fait. C'est les possibles. Ouais. C'est ça, en fait. Le mot de la fin, en tout cas, c'est dire... ouais, en fait, c'est... On a des certitudes, on a des croyances. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et pourquoi pas? Mais on peut aussi faire un pas de côté et regarder, peut-être... Ah tiens, peut-être c'est juste ma tête qui me dit que j'ai toujours été comme ça. Peut-être je vais faire un pas de côté et voir si ça me permet de mieux vivre. Quelle belle fin. Je suis vraiment avec ce travail qu'on a en commun, en fait, de travail sur la flexibilité, en fait. Cette flexibilité qui va nous amener finalement petit à petit à changer la façon dont nous voyons les choses, dont nous pensons les choses, dont nous les ressentons, et changer au final nos actions, en fait, petit à petit, brique par brique, pas après pas, dans ce voyage au sein de notre palais des saveurs. Je vais retenir tous ces termes, je trouve ça vraiment très parlant pour moi qui pense beaucoup en images, et je pense comme beaucoup des personnes que nous accompagnons. Donc, je suis en train de voir qu'on va se quitter. Charles, est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, ou est-ce que cette conclusion te va ? Franchement, c'est une très belle conclusion. Oui. Voyager, se laisser réémerveiller par les possibles, en tout cas. C'est vrai que j'aimerais dire aussi qu'on a le choix, on est libre et responsable de son bien-être. Même si on part d'une éducation alimentaire et culinaire qui est comme ci ou comme ça, et qui n'est pas tout à fait valorisée par la société aujourd'hui, parce que notamment sur les réseaux et en télé, on nous dit faut mieux manger ci, faut mieux manger que ça, que c'est pas facile à vivre, et qu'on peut aussi évoluer, on peut se laisser porter aussi par... j'ai en tête les films de, tu sais, le voyage de Chihiro, les films de Miyazaki et tout. Il y a une forme de voyage et d'émerveillement avec la musique qui porte et les traits du visage qui changent sur les personnages. Effectivement, tout est possible, quoi. J'ai envie de leur dire ça, tout est possible. Oui, c'est possible de continuer à se dire je suis comme ça, mais c'est dur. En même temps, je suis dur aussi avec moi-même. C'est vrai que c'est un peu la Corée du Nord en interne chez moi et tout. J'ai pas connu autre chose, je sais pas comment faire. Les histoires de douceur, de bienveillance, de compassion là et tout, ça, c'est du charabia. Je comprends pas ce que vous me dites, quoi, la compassion et tout. Donc on a le choix de pouvoir continuer à être dur avec soi
et d'être en lutte. Et aussi, on a le choix de se témoigner du soutien, de la force, des encouragements et de la tendresse pour voir si, tiens, est-ce que ça marcherait un peu mieux que le mode Corée du Nord ? Voilà, sans parler de compassion, d'autocompassion, tiens, si tu devais témoigner un peu plus de soutien, de force, de courage, de tendresse, est-ce que tu pourrais continuer à mettre ces petites briques de manière un peu plus apaisée et calme pour faire ce pont-là, plutôt qu'un mur. Et ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire, mais je voulais quand même placer cette histoire de mode Corée du Nord et mode autocompassion. Et moi... je repars, mais vite fait, en 30 secondes. Moi, quand les gens me disent, ouais, mais moi, je connais pas autre chose. Ouais, moi, je suis une dictatrice avec moi-même. C'est super dur. Ok. Et ça marche comment pour vous, cette affaire-là ? Au regard de votre équilibre personnel, au regard de là où vous voulez aller, au regard de la guerre interne que vous faites. Ouais, dites-moi après. Si ça marche super bien, j'ai pas de problème moral avec ça, moi. Hein. Et là, bon, oui, c'est vrai que je suis un peu coincé dans il faut, je dois. Et puis si je fais pas le il faut, je dois, je peux faire attraper par la culpabilité qui me tape dessus. Ah, ça marche pas super bien cette affaire. Je me trompe. Ouais. Et là, du coup, on peut dérouler le fil rouge de l'autocompassion. Donc, on est libre, tout est possible. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Charles. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, voir ton travail ? Comment c'est possible ? Alors, souvent sur Instagram. Je pense qu'au mois de mai, je ferai un petit retour sur Instagram. Là, j'ai mis un petit peu une pause parce que j'ai besoin de me reposer des écrans et des réseaux. Mais souvent sur Instagram, @Charles Brumeau. Tout simplement, le diététicien joyeux. Et sinon, mon podcast Dans la poire, avec un point d'exclamation, référence à Eli Kaku. Ah, tu es pas dans la poire, hein ? Ça, c'est une question de génération. Peut-être les plus jeunes d'entre nous verront pas ça. En tout cas, je les invite à voir ce sketch sur YouTube de Eli Kaku. Dans la poire, sur toutes les plateformes d'écoute payantes ou gratuites, en accès libre. Allez-y. Plus de 100 épisodes. Donc, oui, déjà, waouh. Bon, nous, on arrive là avec ce 85e. Hein. Oui, c'est ça, 85e. Ouais. Oui, mais bravo aussi à toi. Vraiment, allez découvrir le podcast de Charles où tu parles aussi d'éducation alimentaire, entre autres. Hein, mais il y a aussi une intention de ce côté-là. C'est très varié. Ça peut être très émouvant, comme je le disais tout à l'heure. Et encore une fois, bravo pour cette performance dans les écoutes et dans les classements de Dans la poire. Je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir pris de ton temps précieux pour venir discuter avec moi, échanger avec nous. Je te souhaite, oh là là, je sais jamais comment conclure les épisodes. Hein. Mon conjoint qui monte les épisodes à chaque fois, il rigole, il me dit ouais, tu sais jamais finir et tout. Ben non, je sais pas finir parce qu'il y aurait encore tellement de choses à dire, comme je dis à chaque fois et je dis à chaque fois que je le dis à chaque fois. Toujours est-il que nous arrivons à la fin. N'hésitez pas à venir nous faire des retours sur cet épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner si votre plateforme le permet, à laisser un avis à la pleine conscience du pouvoir. Ça permet vraiment de booster sa visibilité, à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.